Bonjour Habib, ça me fait toujours plaisir de te revoir, c'était vraiment un plaisir et merci de participer à cette expérience de diffusion de l'information médicale en allergologie en particulier. Bienvenue, c'est un plaisir de te recevoir à Paris. Ah, c'est gentil, oui. Effectivement, quand tu m'as enseigné l'allergologie au début, une des choses qui m'avait frappé était l'attention que tu portais au carnet de santé des jeunes patients qui venaient soit pour des allergies respiratoires, des allergies alimentaires. Dis-moi comment tu utilises cette information. C'est une information qui est essentielle dans le suivi, dans la compréhension en fait de ce qui arrive aux patients au moment où on le voit. Parce que souvent, quand un enfant vient nous voir pour une allergie respiratoire, il y a eu assez souvent une allergie alimentaire qui a précédé, qui a peut-être été identifiée ou pas. Le fait de regarder le carnet de santé depuis le début permet de donner des informations, des indications sur ce que j'appellerais la carrière allergique. Comme tu le sais, Habib, chez nous, l'immunothérapie sublinguale est relativement naissante. En fait, plusieurs ont préféré attendre l'arrivée des comprimés avant d'amener cette option thérapeutique à nos patients. Par contre, d'autres, dont je suis, et je pense que sur une base plus étendue aux États-Unis, utilisent l'immunothérapie sublinguale sous forme d'extrait. Est-ce que tu peux nous dire comment, dans ta pratique, cet outil-là pour aider les patients change les choses? Bien, aujourd'hui, on peut dire qu'en France, en un peu plus d'une quinzaine d'années, les habitudes de prescription et d'utilisation des produits d'immunothérapie ont évolué, passant d'une forme injectable stricte au départ vers maintenant une majorité de prescriptions, je dirais aux alentours de 90% des médecins allergologues prescrivent de la voie sublinguale sous forme de solutions, donc de gouttes buvables, ou sous forme de comprimés qui commencent à prendre de plus en plus de place dans nos prescriptions. L'avantage de la voie sublinguale, c'est sa grande tolérance, donc on a beaucoup moins d'effets indésirables que nous en avions autrefois. Les seuls effets indésirables que nous voyons aujourd'hui sont essentiellement locaux au niveau de la bouche, voire quelques petites réactions mineures, mais très souvent passagères. Cette voie sublinguale apporte aussi donc, de la souplesse dans l'utilisation pour le patient, pour le médecin, puisque c'est auto-administré par le patient. De notre côté, on peut faire, je veux dire, ça nous donne aussi la possibilité de faire des progressions, mais beaucoup plus rapides qu'autrefois, et ça nous permet d'atteindre des doses qui sont maintenant bien encadrées et efficaces pour les extraits allergéniques les plus courants. Très bien. Est-ce que tu remarques que l'avant et l'après sublingual, est-ce que, par exemple, aurais-tu remarqué dans ta pratique ou celle de tes collègues un changement dans les habitudes de prescription de l'immunothérapie? Parce que chez nous, il semble tout de même qu'il y ait passablement de collègues qui aient été relativement réservés par rapport à l'immunothérapie en général, en sous-cutané en particulier, pour une raison ou pour une autre. Et l'avènement de l'immunothérapie sublinguale change la donne à ce niveau-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de preuves, puisque plusieurs instances internationales, à commencer par le groupe qui a publié les recommandations ARIA, puis d'autres recommandations qui viennent de l'Académie européenne, du groupe euro-américain Practal. De plus en plus, nous avons, grâce aux très nombreuses études bien faites qui répondent réellement aux données d'enregistrement des médicaments, et bien aujourd'hui, les études qui ont été faites pour la voie sublinguale ont permis l'enregistrement de ces produits, ce qui est quand même une marque de qualité non seulement des études, mais des résultats et de l'efficacité et de la tolérance de ces produits. Donc aujourd'hui,
on peut dire que la voie sublinguale petit à petit, en un peu plus d'une décennie, a réussi à convaincre, en tout cas en France, la majorité des médecins qui en prescrivent, soit exclusivement, soit en grande partie. Jusqu'à quel point l'information qui, comme tu le dis, découle des recherches plus récentes, principalement sur les comprimés d'immunothérapie sublinguale, nous aide à valider la pratique qu'on avait avant que ces comprimés-là n'arrivent sur le marché. Aujourd'hui, nous allons vers une évolution d'abord d'une simplification des schémas thérapeutiques grâce à l'arrivée des comprimés. Ça veut dire qu'on a quasiment supprimé les progressions de doses que nous pouvions faire avec les extraits par voie sublinguale et autrefois avec les extraits injectables. Simplification qui a bien sûr pas au détriment de la tolérance, puisqu'on garde quand même une excellente tolérance dans les deux cas. Simplification pour permettre plus facilement d'utiliser ces traitements à plus large échelle et probablement même au-delà de l'allergologue, puisque de plus en plus, compte tenu de la diminution de façon générale du nombre d'allergologues, en tout cas en France, à l'avenir, je pense que cette simplification permettrait un accès plus facile aux médecins non allergologues de pouvoir prescrire ces médicaments, sous réserve qu'ils aient fait un bon diagnostic et que l'indication soit bonne. On se rend compte, Habib, qu'on touche une corde sensible, c'est-à-dire celle de marcher sur le terrain professionnel des allergologues. Et ça m'ouvre la porte. En quoi l'allergologie moléculaire devrait-elle être intégrée à une démarche si jamais elle devait avoir cours ou devait être entérinée, initiée ou complétée par des médecins de pratique générale? L'allergologie moléculaire a ouvert, si je peux dire, une nouvelle ère pour les allergologues d'abord, parce que c'est leur outil aujourd'hui en routine pour permettre des diagnostics très précis, pour pouvoir donner des conseils qui soient les plus adaptés à chaque situation de chaque patient. Un choix par exemple de l'immunothérapie et le choix de quels allergènes on va utiliser pour tel ou tel patient. Donc ça a apporté entre autres tout ceci. Mais tout progrès n'est intéressant que s'il est partagé. Et les allergologues aujourd'hui maîtrisent bien cet outil que sont les allergènes moléculaires assez fins. Et la prochaine étape, c'est comment divulguer ces connaissances, comment diffuser toutes ces connaissances et les rendre accessibles à tous les autres médecins qui s'intéressent bien sûr à l'allergologie. Oui, parce que bien entendu, c'est facile de se perdre dans ces tests qui sont très dispendieux d'une part, et d'autre part de pouvoir judicieusement prouver une dynamique allergique chez quelqu'un qui semble avoir des symptômes qui suggèrent une allergie, effectivement. Aujourd'hui en France, ce travail est déjà commencé, je peux dire depuis l'année 2014 et les prochaines années. Je participe moi-même avec d'autres collègues à ces échanges avec d'autres collègues spécialistes, pédiatres, ORL, dermatologues, etc., pour essayer de diffuser ces connaissances d'allergologie moléculaire, comment les utiliser de façon pertinente et en tirer le meilleur profit. Parce que c'est par ce biais-là et grâce à cela que l'on pourra faire donc, de bons diagnostics, prescrire les bons traitements et donner les bons conseils aux patients. Très bien. Alors, on en discutait justement, les comprimés vont quand même cibler certains allergènes qui sont très utilisés, qui sont très importants dans le traitement des patients, mais il demeure que dans la pratique au quotidien, nous allons tous voir ces patients qui
d'une part, sont trop sensibles pour commencer au niveau des comprimés, ou qui, d'autre part, ont besoin d'être traités. Pour les chats, par exemple, un allergène très commun, dans quelle mesure vois-tu la combinaison des deux pratiques, ou comment vois-tu l'interrelation entre ces deux pratiques, soit l'immunothérapie en extrait et l'immunothérapie par voie de comprimé? Ces deux voies d'administration de l'immunothérapie, la voie de goutte sublinguale et celle en comprimé, sont à mon sens complémentaires. Il est sûr que le développement des comprimés ne pourra jamais s'étendre à tous les extraits allergéniques. Donc on aura au maximum une dizaine de spécialités, donc d'allergènes sous forme de traitement en comprimé, disponibles dans l'officine. Pour le reste, eh bien, sachant que quand même, ici en France, 3/4, au moins 2/3 à 3/4 des patients sont polysensibilisés. Bien sûr, grâce à l'allergie moléculaire, on arrive à identifier quels sont les allergènes les plus importants. Ceci dit, il arrive des situations où vous avez 2 voire 3 sensibilités importantes, et dans ce cas-là, la voie des gouttes sublinguales constitue une très bonne alternative parce que ça nous permet de faire des mélanges qu'on ne pourra difficilement faire on ne peut pas faire avec les comprimés. On peut éventuellement associer 2 comprimés le jour où on en aura. Oui, tout en tenant compte que présentement en 2014, nous n'avons des comprimés que pour les graminées et l'herbe à poux. On voit poindre d'ici un horizon d'une année ou deux les acariens et l'advéun pour le bouleau. Mais la progression à ce niveau-là, ou l'arrivée des allergènes sous forme de comprimés est quand même relativement lente, n'est-ce pas? Tout à fait, elle est lente. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire également, c'est associer un traitement avec des gouttes sublinguales avec un comprimé. C'est ce que nous faisons très couramment quand on a quelqu'un qui est allergique aux acariens ou au bouleau parce qu'on n'a pas encore de comprimé et qui a aussi une allergie au pollen de graminées. Eh bien, on peut lui proposer une première forme goutte et le deuxième allergène sous forme de comprimé. Est-ce que tu associes les deux en mettant les comprimés au niveau vestibulaire? Alors, c'est-à-dire que les prises de préférence, elles peuvent se faire, pour l'avoir déjà pratiqué et essayé chez des patients, ils peuvent prendre successivement, bien sûr, à quelques minutes d'intervalle, les gouttes ou les comprimés après, ou l'inverse. On peut aussi décaler de quelques heures, c'est-à-dire faire une prise le matin et puis une prise dans la journée, puisque le comprimé, on peut le prendre à n'importe quel moment de la journée. Merci. L'allergologie, ce qui m'a frappé, c'est la façon avec laquelle la maladie allergique se décline d'une myriade de façons, tantôt de façon principalement respiratoire, tantôt de façon principalement digestive, parfois au niveau d'un organe cible, que ce soit le nez ou les poumons, voire l'œsophage dans l'œsophagite éosinophilique. L'importance de la multidisciplinarité dans l'approche allergique. Comment vois-tu l'interrelation entre les allergologues de plein pied et les différentes spécialités médicales et autres? Je vois que la meilleure façon de pratiquer l'allergo, c'est de la pratiquer, si je puis dire, en réseau, c'est-à-dire avoir des collègues d'ailleurs qui vont être plus attirés que d'autres par les manifestations, les problèmes d'allergie. Et donc on a dans nos correspondants des ORL, des dermatos, des pneumos, des gastroentérologues, etc., qui vont être des correspondants privilégiés. Et donc on va, eux vont nous envoyer des patients et nous on va leur renvoyer, quand on a besoin d'autres examens complémentaires, un avis ophtalmologique, un avis dermato, un avis pneumo, etc. Donc je pense que la meilleure façon c'est de pratiquer donc l'allergologie avec un réseau que l'on sait constituer soi-même. Idéalement, ce serait que les réseaux s'étendent, mais ce n'est pas toujours facile et
au moins la meilleure façon, c'est d'avoir des réseaux qu'on s'est créés avec les gens avec lesquels on s'entend bien. Docteur Chaban, vous avez été aux premières loges d'une épopée juridique et politique ici en France concernant les intolérances alimentaires et des propos, nous dirons, déplacés de certaines autorités. Pouvez-vous nous expliquer en termes simples comment on distingue en allergologie entre l'intolérance, qui semble être un terme attrape-tout, et l'allergie digestive, aux manifestations digestives? Alors, c'est sûr que c'est une question intéressante, mais en même temps difficile, parce que c'est de là que viennent tous nos problèmes. Clairement, il existe des intolérances que l'on connaît bien. L'intolérance au lactose, qui est un sucre dans le lait. L'intolérance au gluten, qui est la maladie cœliaque. D'autres intolérances. Je ne prendrais que celle-ci comme exemple. On peut être intolérant à l'histamine, par exemple. Et il y a des manifestations d'allergie qui, elles, sont aujourd'hui bien codifiées, qui peuvent être immédiates ou qui peuvent être également retardées. Aujourd'hui, en dehors de ces maladies qui sont bien connues, il y a tout un lobby, si je puis dire, de personnes qui commercialisent, qui prescrivent, et qui exécutent ces examens aujourd'hui qu'on appelle IgG anti-aliments. Oui, chez nous, c'est bien connu comme Immupro 300, je crois. Voilà, il y en a d'autres encore, fabriqués en Angleterre ou commercialisés par des sociétés britanniques, largement diffusés en Europe, donc par Immupro, par ces compagnies. Et aujourd'hui, les prescripteurs ne sont pas des allergologues, ce sont d'autres médecins qui s'occupent de diététique, de naturopathie, d'homéopathie, etc., je ne sais quoi d'autre, qui prétendent sur des preuves extrêmement parcellaires, fragiles et ne répondant absolument pas à l'evidence-based medicine. Donc ces prescripteurs, ceux qui exécutent ces tests, considèrent qu'il y aurait des relations entre la présence de ces IgG anti-aliments et certains troubles digestifs dont souffrent les patients, comme ceux qui se plaignent de côlon irritable, comme ceux qui ont des problèmes donc, de ballonnement, de difficulté à digérer, de fatigue, voire d'autres maladies qui sortent de la sphère gastro-intestinale, maladies rhumatismales, maladies de peau, etc., etc. Donc ça englobe finalement plein de choses et on tombe dans des liens qui sont faits trop facilement chez des patients qui sont à la recherche d'une réponse et d'une explication et qui ne trouvent pas, ou alors qui ne consultent peut-être pas au bon endroit. Ou qui sont confinés aux limites du savoir médical, n'est-ce pas? Également, puisque les outils... Aujourd'hui, tout ce que l'on peut dire, c'est que la présence d'IgG anti-aliments est quelque chose qui existe, qui est vrai, mais la relation avec une pathologie et la liaison de cause à effet n'est pas faite de manière certaine. Nous n'avons aucun modèle animal pour montrer ça. Nous n'avons pas d'études de grandes séries avec des résultats robustes qui permettent de montrer ça. Toutes les études qui ont été publiées sont biaisées et on ne peut pas se baser là-dessus pour dire qu'il y a une relation entre les intolérances dites à IgG et donc la détection de ces IgG anti-aliments. On en trouve aussi dans la population normale qui se plaint de rien du tout. Et il faut absolument donc s'en méfier, il ne faut surtout pas les prescrire, il ne faut surtout pas établir de régime qui risque d'être délétère. J'ai vu des patients avec des régimes de plusieurs dizaines d'aliments supprimés au risque de carence alimentaire, de troubles de comportement alimentaire qui sont suivis. Alors, Dr Chaban, merci du fond du cœur. Vous êtes toujours généreux de votre temps, de vos enseignements. Et pour cette entrevue et pour tout ce que vous m'avez apporté en allergologie, sincèrement merci. Avec plaisir, le plaisir est partagé. Merci.